Maintenant, je suis prof dans une université dans laquelle les étudiants ne me prennent pas en photo, et donc du coup, c'est un peu bizarre. Donc je ne vais pas faire l'appel aujourd'hui, et je vais parler en français alors que normalement c'est en anglais. Si jamais je pars en anglais, vous m'interrompez tout de suite, hein. Donc du coup, aujourd'hui, on va parler de ces petites algues. Alors je vais en parler longtemps en fait. Ce que vous voyez là, ça s'appelle une diatomée. Les petits trucs verts, ce sont des chloroplastes. À l'intérieur, la photosynthèse se fait. Et ça utilise l'énergie de la lumière pour créer de l'énergie. Voilà. Juste pour que vous compreniez la taille de ce truc-là, en fait, ça fait environ 4 à 6 micromètres. Un micromètre, c'est un millième de millimètre. Donc on est à quelques millièmes de millimètre. Donc il en faut quand même pas mal pour faire quelque chose d'intéressant. Alors je vais commencer par juste m'introduire. Donc je m'appelle Christophe Moquet, j'ai un doctorat en océanographie. J'ai fait ça à l'université Pierre et Marie Curie. Voilà, j'ai oublié de changer quelques mots en français. Et du coup, je me suis intéressé pendant ma thèse à Villefranche-sur-Mer, c'est juste à côté de Nice, dans un petit endroit superbe. C'était un petit laboratoire là-bas, superbe, au CNRS. Parler du phytoplancton et de sa physiologie, en fait. Sa physiologie et son impact sur l'écosystème. J'en parlerai un petit peu, et sur la société aussi. Déjà, on n'a pas trop le temps d'en parler, mais on pourra peut-être en parler si vous voulez dans les questions après. Donc ici, on va parler des microalgues et de leur implication en tant que biocarburant. Alors, le titre, au début, c'était les microalgues au secours du pétrole, mais vous comprendrez en fait que c'est plus les microalgues à notre secours. Le pétrole, c'est pas très intéressant pour lui. On va commencer par parler des biocarburants, et en fait de tous les carburants. Alors, très rapidement, ici c'est une espèce de tableau un peu de tous les carburants qui existent, en fait. Les carburants qui existent, c'est en anglais, mais allez, je suis sûr que vous allez y arriver. D'un côté, ici, on a toutes les énergies renouvelables. On a le solaire, le vent, tout ce qui est hydro, tout ce qui est lié à l'eau. L'eau dans les rivières, on va dire, et puis l'eau dans l'océan. On est capable aussi de créer, par exemple, des centrales qui vont récupérer l'eau des marées, ou l'eau des vagues, l'eau des courants même, des hydroliennes en fait, des éoliennes marines qui tournent avec le courant. Tout ce qui est géothermique, vous savez, c'est ce qui récupère l'énergie en fait de la chaleur de la Terre. On envoie de l'eau, par exemple, l'eau froide en profondeur, et elle revient chaude, et on utilise cette eau chaude pour chauffer les maisons. C'est surtout dans les failles, par exemple, comme en Islande. Là, ils utilisent ça parce que la chaleur est tout de suite en surface. Et puis la biomasse. Alors la biomasse, c'est un peu ça qu'on va regarder. La biomasse, c'est la matière vivante, en fait. Alors la matière vivante, quand on met du bois dans la cheminée, c'est de la matière vivante. Du bois dans la cheminée, le bois, en fait, c'est une matière renouvelable. En France, pour chaque arbre qu'on coupe, on en replante plus qu'un. Donc du coup, c'est une ressource non renouvelable, à condition que votre bois vienne de France. Pardon. Et puis il y a tout ce qui est non renouvelable, avec le traditionnel, ce qu'on connaît bien, le pétrole, le gaz, et puis le charbon. Coal, c'est charbon. On va voir 2-3 fois ce mot un peu plus tard. Alors on a compris que du coup ça commence un peu à manquer, et donc vu que le prix de tout ça commence vraiment à augmenter, il devient intéressant de s'attaquer un peu à des ressources non renouvelables alternatives, comme le nucléaire, et puis comme d'autres choses qu'on va voir un petit peu plus loin en fait. Les hydrates de gaz, on en parle pas mal en ce moment. Il y a plein de problèmes écosystémiques là-dessus, mais on va voir très rapidement un peu ce dont il s'agit. Donc nous, après, on s'intéressera à ça, la biomasse, qui est une énergie renouvelable, puis je vais commencer par celle-ci, le non renouvelable. L'énergie nucléaire, par exemple, c'est une énergie qui est peu utilisée finalement dans le monde. En France, notre électricité vient grande majoritaire de l'énergie nucléaire. On en est à plus de 70% en France. Vous avez juste à retourner votre facture d'électricité pour voir en bas en petit d'où vient l'électricité. Dans le monde, c'est juste 16% environ. 16% de l'énergie mondiale électrique vient du nucléaire. En gros, c'est l'énergie qui est renfermée dans la matière elle-même, en fait. Il faut casser cette matière pour libérer l'énergie. On sait aussi, par exemple, créer de l'essence de façon synthétique. On l'a fait une fois, dans l'histoire. On l'a fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, pas vraiment, en fait. C'était les Allemands. Les Allemands, en fait, avaient besoin de beaucoup d'énergie. Leur gros véhicule demandait beaucoup d'essence. Et en fait, les territoires qu'ils avaient conquis n'étaient pas très chargés en pétrole. Et donc, du coup, ils ont réussi à trouver un moyen de créer du pétrole à partir, par exemple, de la lignite, enfin, à partir de matières sédimentaires. Donc, on peut produire du pétrole à partir d'autre chose que du pétrole, mais en fait, c'est long, ça coûte beaucoup d'énergie et ça balance pas mal de carbone dans l'atmosphère. Donc, c'est pas une bonne solution si on veut trouver une solution durable. On a d'autres choses, par exemple des schistes bitumeux. Ce sont des roches sédimentaires, donc des roches qui se sont créées. En fait, on imagine que tout ça, de toute façon, c'est organique. Donc à un moment donné, il y a eu plein de forêts sur Terre. Ces forêts se sont fait recouvertes par plein de différentes couches. Et avec la pression,
Du coup, ça fait au bout d'un moment quelque chose qu'on peut brûler. Donc ça peut être du charbon, ça peut être du pétrole, ou même de la roche, par exemple ici. Alors l'administration américaine trouve que chez eux, il y a quelque chose comme 3000 milliards de barils de pétrole, d'équivalent barils de pétrole chez eux. Sauf que pour récupérer ça, il faut creuser, on n'a pas vraiment les moyens de savoir exactement où il y en a. Et puis tout le processus ensuite pour faire du pétrole n'existe pas vraiment encore, donc c'est pas gagné non plus. Si on va voir un peu ce qui est renouvelable, on a du solaire. Alors on a plein de différents programmes pour le solaire au niveau mondial, au niveau de l'ONU. Il y a une histoire qui veut que vers 2040, on tende vers 26%, un quart. On n'est pas vraiment parti vers cette direction-là. On a plein de problèmes aussi ici pour parler de la durabilité de ces panneaux. Il faut imaginer que pour créer un panneau solaire, il faut utiliser de l'énergie. Il faut utiliser des matières qu'il faut ensuite recycler quand le panneau ne marche plus. Du silicium et autres, et ces panneaux-là n'ont pas une durée de vie qui dépasse quelques dizaines d'années. L'éolien, c'est très très faible, 2% mondial en 2012, donc c'est très très loin de quelque chose de vraiment significatif. L'hydroénergie, c'est très développé. J'imagine qu'ici, vous connaissez pas mal de barrages. Nous, par exemple, vers Nice, qui est dans le Var, quand on monte vers la montagne, en fait, on a plein de barrages. Tous les 500 mètres, il y a des petits barrages, en fait. En France, on est quasiment à 100% de ce que l'on peut faire, en fait. On ne peut pas mettre beaucoup plus de barrages, parce qu'à chaque fois qu'on met un barrage, il faut imaginer une solution pour que la vie, que l'écosystème dans cet endroit-là puisse en sortir. Donc ça change l'environnement local. Donc on est quasiment à 100%. En France, on ne peut pas faire plus. La géothermie, donc là c'est très 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 faible. Vous voyez, on est à moins de 0,5% mondial. Mais c'est un domaine qui a une forte croissance à long terme, quelque chose comme 5% actuellement. C'est donc ici, par exemple, où on a un geyser, d'utiliser la force naturelle de la Terre, la chaleur naturelle de la Terre. Mais c'est pas partout. Un graphe ici qui vous montre, alors c'est des anciennes statistiques, ça remonte un petit peu à 2006, pour être clair avec vous et honnête. Mais les chiffres ont peut-être un petit peu changé, mais l'idée générale est toujours là. En gris, vous avez ce qui n'est pas renouvelable. Vous avez ici le charbon, le gaz naturel et le pétrole. En bleu, vous avez le nucléaire, qui n'est pas vraiment renouvelable non plus, puisque c'est des ressources fossiles de la Terre. Une fois qu'on a tout utilisé, il n'y en aura plus. Mais au moins, ça ne lance pas de CO2 dans l'atmosphère, un peu. L'hydro, et puis la biomasse. Biomasse et déchets. Waste, ce sont des déchets. Par exemple, la région parisienne, dans les ressources renouvelables, parce que c'est très renouvelable, ils utilisent des déchets. On peut, par exemple, faire de la chaleur en brûlant des déchets. C'est un type de ressource renouvelable. Encore en anglais, après on finit avec l'anglais, mais ce sont des graphes intéressants, je les aime bien. Ceux-là, l'idée que ici on a 4 ressources non renouvelables. On a du charbon, du bois, du pétrole et du gaz. Les deux types de couleurs, vous avez... ici c'est l'idée de la quantité de cette matière qu'on utilise pour une unité d'énergie et la quantité de CO2 qui est rebalancée dans l'atmosphère pour créer cette unité d'énergie. Ce que ça veut dire en fait, en noir, si on regarde ici, c'est la quantité de CO2 qui est redistribuée dans l'atmosphère pour créer une unité d'énergie. On ne regarde pas le chiffre exact, on regarde juste une comparaison. Vous pouvez voir en fait qu'ici, cette barre noire est beaucoup plus longue que les autres. En gros, le charbon pour unité d'énergie remet beaucoup plus de CO2 dans l'atmosphère que le bois, le pétrole ou le gaz. L'Allemagne, par exemple, s'est engagée dans une voie pour diminuer sa production d'électricité à partir du nucléaire. On peut décider ça de façon électorale, sauf qu'il faut imaginer comment on fait pour créer notre électricité. Et du coup, la voie alternative qu'ils ont, c'est le charbon. Génial. En bleu, ici, vous avez la quantité de ce matériau qu'il faut pour cette quantité d'énergie. Donc du coup, imaginons évidemment le bois. Le bois, il faut beaucoup plus de bois pour créer une unité d'énergie que du charbon, du pétrole ou du gaz. Mais l'idée, c'est que c'est bien le charbon qui, pour une même unité d'énergie, va balancer le plus de CO2 dans l'atmosphère. Ce CO2 dans l'atmosphère, comparons-le pour cette même unité d'énergie, reprenons le charbon ici, et puis on regarde pour le gaz, pour le nucléaire. Le nucléaire, ça met aussi du CO2 dans l'atmosphère, parce que la centrale, il faut la construire, il faut la refroidir, il faut imaginer comment la recycler derrière. L'eau qu'on prend, il faut la pomper dans une rivière ou dans la mer, ça prend de l'énergie tout ça. Le géothermique, ça en fait moins, mais il faut quand même aller chercher, il faut balancer l'eau ou la rechercher dans le sol. Le solaire avec les panneaux solaires, le solaire aussi avec les fours solaires, l'idée qu'on va créer une grosse cocotte minute qu'on entoure de grands miroirs, et ces miroirs vont rediriger les rayons du solaire sur la cocotte minute, et ça fait chauffer l'eau. Et puis le vent ici, donc tout ce qui est éolien.
Voilà l'idée. Tout ça, c'est donc de se dire que tout ce qui est renouvelable, généralement, balance beaucoup moins de CO2 aussi dans l'atmosphère. Tout ça, ça marche bien, mais en fait, ça marche pas si bien, parce que les processus pour créer tout ça, le recyclage, vous parlez par exemple des recyclages des panneaux solaires, on ne sait pas vraiment où on va en fait. Donc on a eu d'autres idées en parallèle. Des parallèles, on a pensé à ça. Par exemple, utiliser par exemple de la canne à sucre. Les plantes, je vous l'ai dit, c'était le premier slide, les plantes sont capables, grâce à la photosynthèse, de récupérer une énergie gratuite, l'énergie du soleil, pour créer leur propre énergie. Ils n'ont pas besoin de manger quelque chose comme nous pour créer leur énergie, ils récupèrent leur énergie avec le soleil. Donc du coup, au lieu de les manger nous, on pourra peut-être les utiliser et récupérer l'énergie qu'elles ont récupérée du soleil pour nos propres besoins. C'est ce qu'on a appelé ici les carburants de première génération, les biocarburants de première génération. On en a plein, on a le colza, on va avoir le maïs, la canne à sucre par exemple, le soja, l'huile de palme, la canne à sucre, le colza, le maïs, voilà, tout ça ce sont des produits qui sont liés à l'alimentation humaine. En d'autres termes, on les connaît bien ces produits-là. Les agriculteurs les connaissent bien. Les processus ensuite pour les utiliser, on les connaît bien, sauf qu'on les mange. Donc l'idée c'est que si à la place de faire croître du maïs pour le manger, ou pour le donner à notre propre alimentation, aux vaches par exemple, on l'utilise pour notre énergie, dans un monde qui a un problème de ressources alimentaires, c'est pas très viable. On a un problème par exemple en Amazonie. En Amazonie, ils commencent à déforester les grandes zones pour mettre de la palme à la place, mais pas pour créer de la nourriture, non, pour créer de l'énergie, parce que c'est ça qui est à la mode et c'est ça qui est le plus efficace, enfin, rentable au niveau argent. Donc rapidement, on s'est rendu compte que ce n'était pas viable. Il y a bien plein d'avantages, les méthodes, comme je vous le disais, sont simples, elles sont bien connues, ici à gauche en vert. Les matières sont familières, c'est adaptable aux chaînes de production qui existent déjà, c'est facilement mélangeable avec des carburants actuels. Quand vous allez à la pompe, si vous avez du samplon 95 et qu'il y a marqué E10 à côté, c'est ça en fait. Il y a une partie de ce que vous mettez dans votre voiture, le samplon 95 E10, c'est déjà du biocarburant, du biodiesel de première génération. Et on a une expérience internationale au sens où le marché est international, donc on peut facilement exporter et importer de ce genre de matières. Le problème, là en rouge clairement, c'est que ce sont des matières premières qui sont en concurrence avec notre alimentation. Ce n'est pas viable, ce n'est pas durable sur le long terme. En plus de ça, ça a un plutôt faible rendement avec ce que je vais vous montrer après. Évidemment, le maïs, on le récolte une fois par an. Ça paraît bête, mais par rapport à ce que je vous montre après, ça a une idée. Et puis, ça n'entraîne qu'une réduction modeste des émissions à effet de serre, puisqu'il faut récupérer le maïs, il faut le ressemer, il faut le replanter. C'est pas si bon, en fait, pour la planète. Alors, plutôt que d'utiliser ce qu'on mange, on s'est dit, pourquoi pas utiliser ce qu'on ne mange pas. Ça, ce sont les carburants de seconde génération. Parce que cette paille-là, c'est végétal aussi. Donc la photosynthèse a eu lieu dans cette paille, donc il y a de l'énergie aussi dedans. Ce carburant de seconde génération donc, correspond, si vous comprenez bien, à une partie végétale qu'on ne va pas manger. Le bois, par exemple, qu'on ne va pas manger, ou pourquoi pas ces noyaux de litchi ici. C'était une grande idée, ça. Récupérons les noyaux de litchi qui sont pleins d'huile, pleins d'énergie, pour créer notre pétrole. C'est les grandes idées qui ne vont pas plus loin parce qu'il faut créer tout le processus pour récupérer les noyaux de litchi chez les gens, en fait. C'est pas si simple. Déjà, on a du mal à récolter les piles dans la boîte verte, là, donc les noyaux de litchi, c'est pas gagné. Alors, il y en a d'autres qui se sont amusés, par exemple, cette petite bébête, c'est une bonne idée. Cette petite bébête-là, elle est capable de prédigérer la matière des plantes pour faire une matière qui est beaucoup plus facile ensuite à transformer en pétrole. Mais dans cet élan de seconde génération, la troisième génération est arrivée, et vous voyez là où je veux en venir. La seconde génération, il y a bien des trucs bien, mais c'est pas très rentable, etc. Et pouf, on arrive à la troisième génération, c'est les algues. Donc là, on change d'idée. On n'est plus dans un monde en compétition avec l'alimentation, on n'est plus dans un monde où on est sur Terre. Là, il faut aller biner le sol pour mettre les plantes. Non, on est dans l'océan. En fait, vous allez me dire, on va revenir sur Terre, on va prendre un petit bout d'océan, on va le mettre sur Terre. Donc la troisième génération, ce sont les microalgues. Alors à partir de maintenant, je vais parler des microalgues et des fois je vais parler du phytoplancton. Donc là, on va faire une petite parenthèse. Parce que je parle des microalgues, du phytoplancton, mais peut-être pour beaucoup d'entre vous, ça se situe où dans l'océan? Ça mange quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc on va faire une petite parenthèse, puis on va faire un tout petit peu d'océanographie. Mais alors c'est l'océanographie qui commence sur les Pokémon. Je ne sais pas si c'est votre truc, les Pokémon. Alors les Pokémon, c'est des trucs bizarres comme ça que les enfants, ils ont bien aimé. En fait, je ne suis pas très à la mode, plus vraiment à la mode si je parle des Pokémon devant un public des enfants.
Mais j'ai bien aimé cette image parce que sur cette image, vous avez un étagement qui est réel. Vous avez plein de choses réelles. Vous commencez par une surface qui est baignée par la lumière. Si elle est baignée par la lumière, il peut y avoir la photosynthèse. Qui dit photosynthèse dit énergie. En gros, les plantes qui construisent en fait l'énergie pour tout le reste de la chaîne alimentaire, elles vivent en surface. Imaginez que la lumière, elle va que jusqu'à quelque chose comme 100 mètres de profondeur en Méditerranée. Est-ce que vous avez une idée de la profondeur moyenne de l'océan? Ouais, 1000, 2000, 3000, on peut aller plus loin, on peut aller, c'est 4000 la profondeur moyenne de l'océan, si on prend les différents océans, les grands océans. 4000 mètres de profondeur en moyenne, là. Sauf que cette zone-là, elle va jusqu'à 100 mètres. 100 mètres. L'autre, c'est 4000 mètres. C'est-à-dire que pendant la très grande majorité de la colonne d'eau, vous n'avez pas de lumière, ou en tout cas pas assez pour faire de la photosynthèse. C'est-à-dire que ces organismes-là, en fait, bah, ils existent, enfin, peut-être pas celui-là, mais ils existent quand même ici. Pour trouver à manger, il faut qu'ils attendent que ça vienne du dessus. Il y a une hypothèse, donc en anglais ça s'appelle The Dead Well Hypothesis, l'hypothèse de la baleine morte. Et bah, celui-là, là, il va attendre qu'il y ait une baleine morte qui lui tombe dessus pour avoir à manger. C'est un peu près vrai. Les organismes qui vivent là, ils doivent être très très particuliers. Déjà, ils vont créer la lumière. 90% des organismes qui vivent à partir de 1000 mètres de profondeur sont capables de créer leur propre lumière. Il faut imaginer que s'ils ont envie d'avoir un petit peu de sexe le soir pour faire de la reproduction, s'il fait tout noir, c'est pas facile dans cette grande immensité de retrouver le partenaire. Donc, ils ont imaginé une sorte de code morse, en fait, un petit bip. Et l'autre qui répond, c'est bon, c'est la même espèce, on y va. Il y en a d'autres qui ont imaginé pour trouver la nourriture un peu la même chose. Des poissons qui ont une petite lanterne à l'avant. Dans cette petite lanterne, il y a plein de codes aléatoirement qui sont envoyés. Le petit poisson arrive, pense pouvoir retrouver sa copine, et en fait, non, c'est le gros poisson qui le mange. Donc tout ça, c'est des adaptations particulières. Revenons à notre idée que l'énergie, elle est créée là-haut, dans les 100 premiers mètres. Donc tous ces organismes que vous voyez ici, ces organismes-là, ils ont besoin soit de manger d'autres animaux, soit de manger des végétaux qui viennent de toute façon de la surface. Utiliser deux mots, autotrophe et hétérotrophe. Trophe, c'est manger. Auto, ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de manger, c'est automatique, on va dire. Les autotrophes, ils peuvent utiliser l'énergie de la lumière. Donc en gros, on n'est pas dans les codes couleurs habituels. Le plancton orange mange du soleil vert. Et les hétérotrophes, c'est ceux qui ont besoin de manger d'autres organismes, qu'ils soient animaux ou végétaux. Donc nous, on va s'intéresser au phytoplancton, aux microalgues. En gros, ces premiers-là, ceux qui utilisent directement l'énergie de la lumière. Je vais aussi utiliser des mots un peu différents pour vous placer où est ce phytoplancton. Dans la mer, les organismes peuvent être dans l'eau ou sur le fond. Dans l'eau, ils flottent, ou ils nagent. Ceux qui flottent, on les appelle le plancton. Ils dérivent juste avec les courants, c'est des petits trucs. Il peut y avoir du phytoplancton, du zooplancton, des animaux ou des végétaux. Et puis il y a le necton. Le necton, ça va être les nageurs actifs. Les mammifères marins, les baleines et dauphins, les poissons, qu'ils soient petits ou gros, comme le thon ou les requins. Les requins sont des poissons. Les reptiles, les céphalopodes, tout ce que vous voulez. Nous, on va s'intéresser au plancton. Et si on regarde dans le plancton, il y a deux types de plancton. Le phytoplancton, en gros les algues, les végétaux qui utilisent la lumière et les nutriments, des autotrophes. Et des hétérotrophes, le zooplancton, zoo pour animaux. Donc ce sont des animaux qui doivent manger d'autres organismes, ou des restes d'organismes en fait, pour survivre. Ça c'est un petit copépode, c'est l'espèce la plus abondante sur Terre, au passage. Allons voir le phytoplancton. Donc juste pour faire un petit résumé de ce que je viens de dire, pour clore un peu cette petite parenthèse. Pélagos, benthos. Pélagos c'est dans l'eau. Dans l'eau il y a le plancton qui flotte, le necton qui nage, et dans ce qui flotte, il y a ce qui flotte végétal et ce qui flotte animal. Nous on regarde ce qui flotte végétal. Dans ce qui flotte végétal, on a les diatomées. Les diatomées, c'est une espèce de boîte à camembert, on va dire. C'est bien d'avoir un public francophone en face de moi, parce que c'est pas facile à dire à des anglophones. Des boîtes à camembert, vous voyez, c'est vraiment une boîte à camembert. Vous ouvrez la boîte comme ça et vous la refermez. Cette boîte, elle est incroyable, mais elle est en verre. C'est de la silice. C'est-à-dire qu'ils sont capables de faire une boîte en verre à froid. C'est pas exactement le même que le nôtre, mais là-dedans, ils sont bien protégés. Il y a le noyau, vous avez certains trucs, et puis tous les trucs verts, ce sont des chloroplastes, ce qui permet de faire la photosynthèse. On revient à ça. Vous avez donc quelque chose d'environ 4 à 6 micromètres, 100 millièmes de millimètre. Chaque chose verte, c'est un chloroplaste. Au milieu, on a l'emplacement du noyau. Et ça flotte. C'est pas capable de bouger, ça fait rien. C'est juste ça flotte.
Vous en avez des ronds, vous en avez des carrés. Par exemple, celui-là, il est intelligent, il a mis tous ses chloroplastes autour de son noyau pour protéger le noyau des UV. Ils peuvent même faire ça. Vous en avez toutes les tailles, toutes les formes. Alors toutes les tailles non, hein, ça reste quand même dans les micromètres, mais toutes les formes oui. Vous en avez qui s'attachent ensemble pour flotter un peu plus, plutôt que couler, comme ça ils restent en surface, là où il y a la lumière. Ça c'est les diatomées. Un deuxième type, vraiment plus bizarre. On reste dans les plantes, on est toujours dans les plantes, mais les plantes dans la mer, des fois ça fait des trucs bizarres. Ça ce sont des dinoflagellés. Flagellés, c'est-à-dire qu'ils ont un petit flagelle pour leur permettre de bouger. Ils sont plutôt orange parce qu'ils ont des caroténoïdes, comme les carottes en fait, les mêmes pigments. Ils sont rouges, et ce que vous voyez ici, en fait, c'est pas une pollution humaine, ce ne sont pas des produits chimiques. Ce que vous voyez ici, en fait, c'est juste plein de ça. On appelle ça une marée rouge. Une marée rouge, en fait, c'est une efflorescence, un bloom, enfin, une croissance exponentielle d'un seul coup, en fait, ces organismes. Et ils sont tellement ensemble qu'ils vont manger tout ce qu'il y a, enfin, ils vont utiliser tous les nutriments, tous les sels nutritifs de l'eau. Et donc, du coup, pour ajuster leur propre concentration, ils vont créer des toxines pour tuer les autres. Donc ce sont des plantes qui sont capables de faire ça. Les arbres, des fois, font un peu les mêmes choses. Mais encore plus bizarre, donc ils sont capables de bouger, ils sont capables d'éviter un prédateur, ils sont capables d'éviter un animal qui voudrait venir les manger. Ils ont un petit flagelle, pouf, ça les fait bouger. Ils ne sont pas capables de bouger contre les courants, mais ils peuvent éviter un prédateur. Donc une plante qui évite un prédateur, qui est capable de créer des toxines pour tuer les autres, même les prédateurs, et même qui crée sa lumière. Ce que vous voyez ici à gauche, c'est une vague, une vague qui se casse sur la plage. C'est ça que vous voyez ici. Ce que vous voyez ici, c'est quelqu'un qui s'amuse avec un petit kayak, et en naviguant, en fait, ça crée des taches de lumière. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça à la télé. Vous allez en Méditerranée, cette année, c'était nul. L'eau est montée qu'à 24 degrés. On peut espérer que l'eau, en août, soit à 28 degrés. Dans la rade de Villefranche-sur-Mer, c'est très calme, on peut monter à 28. Vous imaginez que plus c'est chaud, plus il y a d'énergie finalement dans l'eau, et que ces algues qui ont récupéré de l'énergie toute la journée avec le soleil sont pleines d'énergie. En fait, elles en ont trop. Elles ont besoin de la dissiper. Nous, quand on a trop d'énergie, on chauffe. Les algues, si elles chauffent, ça peut être dangereux pour elles. Donc du coup, plutôt que de chauffer, elles dissipent leur énergie avec de la lumière. Et donc du coup, vous avez juste à nager, en fait, dans une eau à 28 degrés assez calme. Vous avez plein de petits points lumineux qui vont autour. Cette photo-là, on va être honnête, elle est prise avec une exposition assez longue. Vous voyez pas ça en mer Méditerranée. Vous voyez en Méditerranée, vous voyez juste des petits points autour de vous. Dinoflagellés, c'est ça par exemple. Ça c'est du céracium. Les céraciums, il y en a 3 qui sont mis en chaîne. Ils sont capables d'allonger en fait leurs cornes pour monter ou descendre dans la colonne d'eau. Et en plus, ils ont un petit flagelle pour éviter les prédateurs. Il y en a plein d'autres, hein, donc les céraciums, les procentrums, les dinophysis, ça peut être assez toxique. Vous voyez, c'est rouge, il y a plein de caroténoïdes. Des noctiluques, c'est ça en fait qui clignotent la nuit chez nous en Méditerranée. Il y en a plein. Troisième et dernier que je voudrais vous parler, les coccolithophores ou coccolithophorides. Alors le mot est très bizarre, mais on peut le découpler facilement. Coco, c'est pour calcaire, litho, c'est pour roche, et phore, c'est pour petit truc rond. Elle, c'est Emiliana Huxley. Emiliana, en fait, ce que vous voyez dessus, ce sont des véritables boucliers, en fait. La cellule est nue à l'intérieur, elle est soft, molle, pardon, et elle est couverte de plein de petites coques de calcaire. Ces coques de calcaire, elles sont blanches, donc elles vont refléter la lumière. Là, vous avez une marée blanche, on pourrait appeler ça comme ça. En fait, on n'appelle pas ça comme ça parce qu'on n'en a rien à faire, c'est pas du tout dangereux, c'est complètement inerte, ça passe. Mais on peut, au moins par satellite, facilement voir où ils sont. On est au large de la Bretagne, comme vous pouvez voir. L'idée, c'est que ces petits organismes avec du calcaire autour, quand ils meurent, ils coulent. Quand ils meurent, ils coulent, l'intérieur va mourir, mais le tour, c'est du calcaire. C'est pas organique. En tout sens, ça ne va pas se faire digérer par quoi que ce soit, en fait. Ça reste comme ça. Et donc, tous les ans, on a toute une flanquée de petits coccolithophores qui coulent vers le fond et qui sédimentent. Ça donne ça. Alors, on n'est pas exactement dans la bonne zone géographique, on est en Normandie, mais ces grandes calcaires, vous avez beaucoup, on a pu voir en venant ici sur la route, pas mal d'endroits où vous avez ces grands baous qui montent de calcaire. Si vous allez là-bas, vous grattez un peu, comme je disais tout à l'heure, vous grattez un petit peu, vous regardez au microscope et vous allez voir ce genre de choses. Il faut quand même qu'on avance parce qu'on a parlé océano, mais vous êtes là plus pour parler de l'énergie. Revenons au biocarburant. Là, il y a des avantages qui sont sympas parce que les rendements sont plus supérieurs. On va voir, on va comparer les rendements entre du colza et puis des algues. Ça n'affecte pas directement la chaîne alimentaire humaine. Je ne pense pas que cette semaine vous aviez prévu de manger du phytoplancton.
Et ça peut être couplé avec d'autres systèmes, on va voir ça un petit peu plus tard. Ça peut être couplé avec des systèmes très intéressants, on peut récupérer du carbone, on peut traiter des eaux usées grâce à ça. Et puis ce qui est sympa, c'est que ça a un taux de croissance d'environ 1 par jour. Pour comparer, le maïs c'est 1 par an, c'est-à-dire qu'il y a une moisson par an. Ça c'est petit, mais ça se multiplie par 2 tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, on peut récupérer, on peut moissonner en fait nos algues. Il y a bien un inconvénient, c'est pas gagné. Parce qu'on ne maîtrise pas tout, c'est tout neuf. Mais ça commence à être intéressant. Pourquoi le phytoplancton par rapport au maïs, au soja ou au tournesol, au cartame, vous ne connaissez peut-être pas, c'est une sorte de safran. C'est parce que les organismes végétaux vont photosynthétiser à leur rythme. Et les algues sont ceux qui vont photosynthétiser le plus rapidement. En fait. Ils ont un cycle par jour, donc ils se divisent par 2 tous les jours. Donc si on extrapole, ils peuvent produire jusqu'à 10 litres d'huile par mètre carré et par an. Sur 1 mètre carré, on va avoir 10 litres d'huile, pas vraiment 10 litres de pétrole, attention. On compare ça avec du maïs. Le maïs, on est à 0,01 environ, le soja à 0,05. Vous voyez, il y en a différents. Le tournesol, c'est un peu mieux. Puis on a compris que le colza, c'était encore mieux. Ce que vous avez en fait généralement dans le E10 du samplon, c'est souvent du colza. L'huile de palme, c'est pas vraiment chez nous, mais ça marche encore mieux. Problème, on peut déforester la forêt tropicale pour ça. On peut remplacer des cultures vivrières locales par de l'huile de palme. C'est encore plus catastrophique. Et puis les microalgues. À l'heure actuelle, bon, on n'est pas top, on est quand même mieux. Par contre, ça c'est le futur. Le futur, en gros, c'est théorique. C'est qu'à l'heure actuelle, je vais vous dire, on est dans la recherche, dans la phase recherche. La phase théorique, c'est-à-dire c'est la phase prototype. Là, on est parti, on crée des grandes zones, des grands réservoirs, et on les cultive. On n'en est pas encore là. Si on a besoin de chiffres, ça marche, mais si on a besoin de graphes, c'est encore mieux. C'est les mêmes choses avec, désolé, c'est en anglais, j'ai oublié, soybean, ça va être le soja, tournesol, canola, c'est avec le cartame, je ne me rappelle plus du traduction en français, l'huile de palme et des microalgues. Les microalgues, elles gagnent. Comment on fait? On ne va pas aller dans l'océan. On ne va pas enlever la bouffe du poisson pour notre énergie. Donc on prend de l'eau, on la met n'importe où, surtout dans des endroits qui ne sont pas propices à l'agriculture conventionnelle. On va dans le désert, c'est pas une vraie photo, hein. Ça c'est une image de synthèse, ça n'existe pas encore. On va dans le désert, il nous faut de la lumière, il y en a. C'est assez chaud, ça tombe bien. Si on prend un désert qui n'est pas loin de la mer, on a de l'eau facilement en la pompant. Et les nutriments, on va en reparler un peu plus tard, comment récupérer les nutriments. Ou alors on va dans des étangs qui sont tellement pollués qu'on ne peut plus pêcher. En fait. Ils récupèrent tellement d'azote par toutes les rivières qui arrivent qu'il y a énormément de nutriments à l'intérieur. Si on trouve ça dans une zone assez chaude, où il y a plein de lumière, avec toute cette zone-là qui est toute polluée en fait, et qu'on trouve une bonne algue qui est capable, elle, de vivre là-dedans, du coup c'est gagné aussi. Donc il y a différents types de futurs possibles dans cette idée-là. Soit on crée quelque chose de toute pièce où il n'y a que cette algue-là, c'est une monoculture. Soit on va quelque part où ça existe déjà, une zone qui est polluée, où plus rien ne se passe, et on valorise cette zone. Mais là, il faut trouver une algue qui est assez forte pour lutter contre les autres. Pourquoi le phytoplancton? Donc parce qu'on peut aller dans des endroits qui coûtent pas cher, qui ne sont pas utilisés actuellement. Parce que ça ne rentre pas en compétition, comme je disais, avec la culture alimentaire. Ça, c'est donc une zone qui a été défrichée pour planter de la palme. Et puis aussi parce que ça peut absorber le CO2. Pourquoi? Parce que le carbone est un nutriment, c'est quelque chose qui est nécessaire pour les plantes pour vivre. Vous savez, les plantes, la photosynthèse, en gros, ça utilise du CO2, et puis comme déchet, ça produit de l'oxygène. C'est d'ailleurs pas mal. Donc, ça pourrait absorber une partie du CO2 de l'atmosphère, ce CO2 qui pose problème pour le changement climatique. En gros, c'est révolutionnaire. Vous prenez une algue, elle crée du biocarburant, et en plus, elle réduit le CO2 de l'atmosphère. On va rentrer un peu plus dans le détail après. Et puis, c'est pas toxique. Alors, c'est très biodégradable, pardon. Ce n'est pas toxique. Une algue, c'est pas toxique. Il y en a dans la mer, déjà. À condition qu'on ne prenne pas l'espèce qui est toxique. Bon, on a une ou deux. L'idée un peu de ce graphe, c'est qu'il faut trouver au centre comment un bioréacteur, en fait, c'est là où se passent les réactions biologiques. En gros, c'est l'algue. Il nous faut quoi? Il nous faut de l'eau, il nous faut de l'électricité, et puis tout ça, ça va produire plein de déchets. Mais en fait, ces déchets, ils sont intéressants. Ce déchet-là, par exemple, c'est de l'alcool. Ce déchet-là, c'est du carburant. Ce déchet-là, c'est quelque chose qu'on peut donner à manger aux animaux. Et puis, il y a même une partie qu'on peut utiliser pour notre propre nourriture. On va voir ça donc à la toute fin. Qu'est-ce qu'ont besoin les plantes pour vivre? Elles ont besoin de lumière, d'azote, de nutriments, de CO2. Lumière, CO2 et nutriments. Grâce à ces trois choses-là, elles vont créer leur énergie.
Leur énergie, elles vont l'utiliser tout de suite, rapidement, pour créer ce qu'elles doivent faire à ce moment-là. Mais la nuit, elles doivent bien survivre. Quand il n'y a plus d'azote dans l'eau, elles doivent bien survivre. Donc elles vont stocker comme nous. Et elles vont stocker exactement comme nous. Elles vont stocker en lipides, de l'huile et du sucre. Okay. Point de départ. Nous, pour faire du biocarburant, il nous faut de l'huile. Les sucres, c'est pour faire de l'alcool et c'est plus compliqué. Donc on va s'intéresser à l'huile. Okay. Donc déjà, il faut trouver, pour le processus, contrôler la croissance de l'algue. L'idée, c'est qu'on va trouver la meilleure algue qui va croître vite. Comment on lui donne de la lumière, des nutriments, etc. Plus elle croît, plus on se dit qu'elle va faire de réserve. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Plus elle croît, plus elle va se diviser, en fait. Pour qu'elle arrête de se diviser et qu'elle fasse des réserves, il faut lui faire croire que les conditions vont devenir mauvaises. En gros, c'est comme le compte en banque. On consomme, et si on se dit que ça va pas bien se passer, on va mettre de côté. Exactement pareil. Elle commence à mettre de côté, à faire des réserves, que quand elle pense que... Quand elle pense pas. Quand elles se rendent compte, parce qu'elles ont des petits capteurs, que va y avoir un problème, qu'on va leur couper la source d'énergie. Alors là, elles commencent à faire des réserves. Et encore une fois, ces réserves peuvent être lipidiques ou carbohydrates, du sucre. Nous, on veut du lipide. Donc non seulement il faut contrôler la croissance, mais en fait, il faut contrôler l'algue elle-même. Il faut augmenter la concentration en lipides. En fait, on veut du lipide et pas du sucre. Pour ça, il faut rentrer dans l'algue. Il faut comprendre comment ça marche. Et c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps, en fait. C'est qu'on sait qu'on peut y arriver, mais pendant 10 ans, pendant les 10 dernières années, il a fallu choisir la bonne algue et comprendre comment on pouvait plus produire de lipides que du sucre. Si on regarde un peu le passé et un peu l'histoire du futur, on en est où? On en est où? On en est à pas mal d'industriels qui commencent à comprendre que le pétrole, il n'y en aura plus dans, on ne sait pas quand, plusieurs dizaines d'années, on ne sait pas quand. On a aussi des universitaires, des laboratoires, qui doivent comprendre comment ça marche, mais eux, ils doivent comprendre comment ça marche que s'ils ont de l'argent qui vient de gens qui pensent que grâce à donnant un petit peu d'argent maintenant, ils en auront beaucoup plus tard. De l'investissement à long terme en ce moment, c'est pas gagné. Alors il y a nos industries pétrolières locales n'ont pas vraiment encore compris l'intérêt à long terme. Aux États-Unis, il y en a qui ont plus compris. Exxon, par exemple, on va donner des noms très loin, finance énormément d'universités, énormément de laboratoires là-dessus. Quand on se dit financement, on ne parle pas de quelques centaines de milliers d'euros, on ne parle pas non plus en millions, on parle en plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc des instituts de recherche, il y en a, sauf que ces instituts de recherche, dans un laboratoire, c'est des... Voilà, je vais vous dire, moi, mon récipient, c'est un truc gros comme ça, dans lequel on est sûr qu'on contrôle tout. Et les mesures, on les fait toutes là-dedans. Sauf qu'il nous faut quelque chose qui soit la taille d'un lac. Donc cette taille d'un lac, on appelle ça les prototypes. Donc on essaie de comprendre comment ça marche. Il y en a environ 5 dans le monde, il n'y en a pas beaucoup à cette échelle-là. Et nous, après, il faut passer à la commercialisation. Là, on est à zéro. Zéro parce qu'on ne sait pas exactement quand même comment ça marche. On n'est pas prêt à lancer la commercialisation. Donc on est toujours en phase recherche. Mais si on regarde les courbes, ça c'est le nombre d'entreprises depuis 2000. Bon, je me suis arrêté en 2009. Ça monte de façon exponentielle. Ça monte et le taux de montée n'arrête pas de monter. C'est ça, une phase exponentielle. Et là, on est en millions de dollars investis par an entre 2006 et 2009. On est en phase exponentielle. Donc on sent que les entreprises comprennent l'intérêt à long terme. Les challenges restent nombreux. Par exemple, il faut continuer à chercher la bonne algue, même si on commence à avoir une bonne idée. Depuis 10 ans, je vous dis, le challenge biologique, le premier, c'est de sélectionner la bonne espèce. Elle doit être productive, c'est-à-dire qu'elle se divise vite, elle produit beaucoup de matière, elle doit être facile à cultiver, c'est-à-dire qu'elle ne meurt pas au premier coup de froid. Il faut qu'elle soit résistante aux contaminations, si on veut la mettre dans un bassin ouvert et qu'elle doit lutter contre d'autres algues qui sont là. Elle doit produire beaucoup d'huile, merci. Donc du coup, tout ça, il faut trouver la bonne algue. Alors là, voilà, vous avez plein d'algues. En rouge, ce sont les lipides, les glucides et les protéines. Nous, ce qu'on veut, c'est celle qui a le plus de rouge. Mais pour obtenir ces graphes-là, il faut faire beaucoup de recherches sur chacune de ces espèces. Il y a beaucoup de laboratoires en France qui font ça, dans le monde aussi. Donc ça, on commence à avoir une bonne idée globale de quelle espèce il faudra prendre. Donc celles-ci, on sait qu'elles se reproduisent bien. On sait qu'elles font... donc il faut optimiser son taux de croissance. J'ai oublié que vous avez fait les choses au fur et à mesure. Il faut optimiser ton taux de croissance, il faut qu'il y en ait plein. Mais au-delà de ça, il faut aussi optimiser la production de lipides. Donc il faut qu'il y en ait plein, mais que ces pleins-là produisent plein de lipides. Le premier challenge est donc un challenge biologique. Trouver la bonne algue et voir comment on fait. Pour faire ça, il nous faut quoi?
Il faut de l'argent. C'est ça, il faut juste de l'argent. On a des cerveaux, mais il faut de l'argent. Les problèmes sont économiques aussi, donc il faut trouver des financements. Parce que pour trouver des financements, c'est ça qui va nous aider à améliorer l'efficacité de la production. Et c'est qu'en améliorant l'efficacité de la production qu'on va réduire les coûts. Le coût de combien ça coûte 1 litre de pétrole, un litre de biocarburant. Parce qu'on sait faire du biocarburant prêt à mettre dans la voiture. Sauf que ce biocarburant, à l'heure actuelle, il est un peu plus cher que ça. Ça, j'ai regardé ce matin, c'est le prix du baril de pétrole. Alors si vous regardez, on est en 91, 95, 99, là on est presque 2015. Il s'est passé des choses, je sais plus, là il fallait partir en vacances à ce moment-là, parce qu'après ça repartait. En fait, ce matin, le gallon de pétrole était à 20 $. En fait, si on traduit gallon et dollars, ça fait du 4 € le litre pour nous. En fait, 4 € le litre, 0,4 € le litre, pardon. 0,4 € le litre. Sauf que vous, ce que vous achetez, c'est pas 0,4 € le litre. C'est loin d'être là, on est plutôt à 1,50 €, on va dire. Prenons ce 1,50 €, comparons-le à combien ça coûte. Donc l'essence, 1,50 € en euros par litre. Ça, c'est ce qu'on aimerait que ça se passe, donc ce qu'on est prêt à commercialiser. On est de l'ordre de 4 à 6. On pense que c'est le prix viable, en fait. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on pourrait créer, si on s'y mettait, du pétrole, de biocarburant à 4-6 € le litre. Okay. L'essence a encore un petit peu d'avenir devant elle. Sauf que plus on va avancer sur la technique, plus ça va diminuer en prix, et on sait que plus ça va augmenter, parce qu'il y en aura de moins en moins. Donc il va se passer un moment où les deux courbes vont se croiser, et ça deviendra intéressant d'acheter en fait du biocarburant, peut-être algues, peut-être autre chose, en clair, plutôt que de l'essence. Mais on n'en est pas encore là. À droite, là, ça c'est la recherche. C'est-à-dire que dans un labo, on pourrait faire la même chose, sauf que ça nous coûte très très cher. Ce que je vous disais, dans un labo, c'est ça. Donc c'est pas grand. Est-ce qu'il faut que tout soit contrôlé ici? On va contrôler les entrées d'air, les entrées de CO2, les entrées de nutriments, les entrées de lumière, tout est contrôlé en fait. Donc c'est forcément petit. Ça c'est la recherche pure. Après on essaie de passer à quelque chose d'un peu plus grand. Alors on a plein d'idées, il y a plein de cerveaux, plein d'ingénieurs, plein de chercheurs qui essayent d'imaginer quelle taille ça doit faire, quelle forme ça doit faire. On fait quoi? On fait des trucs plats, on fait des trucs ronds, on les met à l'intérieur, on les met dehors. Toujours est-il que la seule chose qui pourrait marcher au niveau économique, en fait, ça ressemble à des trucs un peu moins fun que ça. Ça va ressembler à ça. C'est ça, en fait. On est à l'extérieur et il faut que le verre se développe. Ici, par exemple, on va être en Californie du Sud. Donc ça existe déjà, c'est une photo satellite, je me suis amusé. Vous pouvez aller sur Google Earth et puis vous allez regarder ce qui se passe. Donc ça fait partie des premiers plans pilotes, les prototypes, en fait, pour voir si c'est viable, en fait, comment c'est viable sur le long terme. Voilà, en fait, l'idée. Ce biocarburant, on peut donc le faire, on sait le faire, mais il coûte cher. Il coûte cher, et donc l'idée, c'est de diminuer ce prix en augmentant l'efficacité actuelle. Il reste des challenges qui sont autant économiques que biologiques que industriels, parce que moi, ce dont je vous ai parlé, c'est la partie biologique, en fait. On a choisi la bonne algue, elle fait du pétrole, pardon, elle fait pas du pétrole, juste, elle fait de l'huile, sauf que dans le laboratoire, un chercheur fait quoi? Il va faire croître une algue. Par exemple, pendant ma thèse, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé comment une petite algue, une petite diatomée, que je vous ai montré au début, comment cette algue, elle allait récupérer l'azote au fur et à mesure de la journée. Comment, en fait, elle va récupérer ce qu'elle va manger. C'est tout, c'est juste ça. Pendant 3 ans, je me suis intéressé à voir comment la lumière allait changer la façon dont l'algue va récupérer sa nourriture. Au bout de 3 ans, vous vous posez la question, ça a vraiment servi à quelque chose? Et puis après, vous avez un bon directeur de thèse qui vous montre un grand mur avec plein de briques, et il vous dit que ce que j'ai fait pendant 3 ans, c'est juste ça en fait. Chacun fait juste ça en sciences. Chacun fait juste une petite spécialité. Et puis il y avait quelqu'un d'autre dans mon laboratoire, lui il s'intéressait à l'huile qui était produite par mon algue qui avait récupéré de l'azote grâce à ma lumière. Il récupérait cette huile et il essayait de voir comment l'huile on pouvait l'utiliser. Mais c'était pareil, c'était une toute petite branche, toute petite brique. Mais heureusement dans un autre laboratoire, quelqu'un prenait cette huile et essayait d'en faire quelque chose, et essayait de faire des transestérifications, des processus compliqués, une bonne ingénierie pour produire du pétrole. Puis après, il fallait voir un autre laboratoire qui comparait si ce pétrole il était très efficace, pas moins efficace que du pétrole que vous mettez dans votre voiture, si nos moteurs ils sont capables de faire ça, ils sont capables d'avoir la même durée de vie avec ce pétrole-là, maintenant,
prendre qu'un pétrole normal. Tout ça, c'est plein de briques, et le mur, il est en construction. Soyons clairs là-dessus. Okay. Soyons aussi clairs sur autre chose. Ça se développe, c'est vrai. Mais il faut être clair sur le fait qu'on n'est pas capable de remplacer le pétrole par ça. On n'est pas capable de faire croître des algues aussi fortement que ça va remplacer le pétrole qu'on utilise. Tout comme il est impossible d'imaginer de recouvrir le désert du Sahara par des panneaux solaires, comme il est impossible d'imaginer que toutes nos belles montagnes soient pleines d'éoliennes. Donc l'idée, c'est que tout le monde s'accorde à dire là-dessus, qu'il n'y a pas de solution miracle. Et de l'autre côté, on n'est pas prêt à diminuer notre consommation, on n'est pas prêt à diminuer nos iPhones, nos Mac, nos iPads. Donc du coup, l'idée, c'est qu'il faut imaginer un panel de choses tout autour. Donc c'est ça vraiment l'idée, c'est que les scientifiques imaginent plein de différentes choses, mais qu'au niveau social, il faudra imaginer quelque chose de global. Alors c'est pas fini. En fait, on en est qu'aux deux. C'est pas fini parce que je voudrais vous parler des phytoplanctons. De façon plus générale, il est déjà inscrit dans notre société, en fait, le phytoplancton. L'idée de produire du biocarburant, c'est une belle chose. Mais en fait, l'idée d'utiliser le phytoplancton pour produire du biocarburant va bien au-delà que le biocarburant lui-même. C'est pas fini parce que je vous ai dit, le biocarburant produit par le phytoplancton nécessite, pour être produit, d'utiliser du carbone. Le carbone, c'est notre problème principal avec le changement climatique. Les entreprises qui produisent du carbone dans l'atmosphère doivent payer des taxes carbone. Donc si une entreprise enlève du carbone de l'atmosphère, dans l'idée actuelle des choses, on devrait lui donner de l'argent. C'est du crédit carbone. Alors il y a des gens qui ont eu des super idées. Et si on prenait du carbone de l'atmosphère et on le met pouf à différentes profondeurs? Alors c'est vrai, si on balance du CO2 à très forte profondeur, eh ben, on est en dessous d'une limite, on va dire, et le carbone ne remonte pas. Il fait des lacs de carbone au fond. Super idée économique, ça marche, sauf qu'on n'a aucune idée de combien de temps il va rester au fond, donc il ne va pas remonter. On n'a aucune idée des conséquences écologiques qu'il y a derrière. Ce n'est pas une idée scientifique, ça, c'est une idée économique. Mais prenons là, juste le début, l'idée de enlever du CO2 de l'atmosphère. Je vous ai dit, les algues, pour produire du biocarburant, ont besoin de CO2, lumière et nutriments. Le biocarburant lui-même rapporte de l'argent. CO2, lumière et nutriments. Ce CO2-là, justement, on peut le prendre, pourquoi pas. Power plant, en anglais, ça va être une usine. Enfin, power plant, c'est quelque chose qui crée de l'énergie, mais ça pourrait être une usine aussi. Une usine qui, par exemple, est cimentier, pour faire du ciment, bah, ça relâche énormément de CO2 dans l'atmosphère. Une des entreprises, des industries qui balancent le plus de CO2 dans l'atmosphère. Donc, une des industries qui paye le plus de taxes carbone. Donc, eux sont super intéressés par dire, bah, attendez, si on vous donne, en fait, notre CO2, notre fumée, est-ce que ça ne ferait pas croître vos algues? Et du coup, on n'en parle plus. On n'a pas besoin de payer notre taxe carbone. Ça existe dans les laboratoires. On essaye, on met de la fumée, et bon, il y a tout qui meurt. Alors il faut traiter cette fumée pour prendre que le CO2. Mais pourquoi pas? L'idée de cette belle révolution, c'est qu'on prend le CO2 qui coûte cher à l'industrie, on le donne à nos algues, on en a besoin, ça dope les algues, ça augmente l'efficacité du biocarburant, et donc du coup tout le monde est content. C'est par exemple le cas dans certains endroits où on a, pour être clair, Total par exemple imagine ce genre de choses. C'est sans danger, encore une fois c'est des algues, donc c'est pas l'idée de mettre du CO2 dans le sol ou à grande profondeur et on ne sait pas ce que ça devient. Non, là on le voit, le CO2, il disparaît sous nos yeux, ça fait du biocarburant. Alors l'idée c'est que ce biocarburant contient donc le carbone qu'on vient de lui donner. Quand vous brûlez ça dans votre voiture, le carbone est relargué dans l'atmosphère. Mais c'est une boucle en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans l'atmosphère, on le met dans l'algue et vous la brûlez. Point. C'est pas, on récupère du carbone qui a été emprisonné il y a des millions d'années, on le met dans l'atmosphère et on oublie. La technologie des algues est beaucoup mieux que la séquestration qu'on appelle géologique, c'est-à-dire ce qu'on met dans les roches, parce que bah, c'est durable, on sait ce que ça devient, c'est sans danger, il n'y a pas besoin de transporter le CO2 sur des grandes distances comme c'est actuellement, on n'a pas besoin de l'emmener à de grandes profondeurs. Ça génère de la biomasse, cette biomasse donc, va générer du biocarburant par exemple pour nous ou autre chose. C'est couplable avec d'autres traitements à voir après, et donc à la fin, c'est super rentable puisque on a du crédit carbone, on a du crédit nutriments, on voit ce que c'est après, et puis on a une biomasse qu'on peut valoriser par exemple pour faire du biocarburant. Ou pour donner à manger aux vaches, si vous voulez. La séquestration géologique peut poser des problèmes sociaux. Total essaye par exemple vers Pau, donc ils prennent une ancienne nappe de pétrole qui est vide, ils balancent du CO2 à haute pression. Bonne idée, c'est juste le début et on voit des petits séismes. Pas très grave, mais
il y a des gens qui ne sont pas très contents quand même. Donc ça peut poser des problèmes sociaux. Ce n'est pas testé à large échelle, c'est encore en prototypie. Bah, je vais vous dire, en fait, c'est pareil pour nous, pour les algues, c'est pas testé à large échelle. Il y a besoin de transporter le CO2 à grande profondeur, il n'y a pas de revenu additionnel. Une fois que le CO2 est dans la nappe de pétrole, bah, c'est fini, vous n'allez pas récupérer plus d'argent. Donc, il y a beaucoup de choses qui disent que ces algues-là, elles pourraient aussi nous servir à enlever du CO2 de l'atmosphère. L'intérêt principal, rappelez-vous, ce sont ces revenus additionnels, le biocarburant, qu'on va en récupérer. Les premiers acteurs clés, ils ne sont pas français. Et dans ces premiers acteurs clés, donc là c'est juste l'idée que ce qui est en orange, c'est les stages pilotes, donc les premiers qui ont commencé à essayer de faire ça dans ces prototypes, ces grands bassins. Et en vert, ce sont encore que ceux qui sont à la phase recherche. Donc on n'y est pas encore, pour une fois, pour être honnête. C'est toujours pas fini. C'est ça qui est unique, c'est qu'on rajoute encore une couche de revenus additionnels. Je vous ai parlé des crédits nutriments, crédits azote. Nous sommes dans une station d'épuration. N'importe quelle station d'épuration va créer des déchets. Comment marche une station d'épuration? Elle récupère en fait tout ce qui est eau usée, tout ce qu'on crée, qui est chargé en azote, en phosphore, toutes ces matières organiques et inorganiques qui risquent de polluer l'eau. Si on parle de nitrate par exemple, ces nitrates, c'est quelque chose de positif et de négatif quand il y en a trop. Donc en gros, si ça c'est une station d'épuration, tout ça, nos eaux usées arrivent par là-haut. Une partie est quand même triée dès le début, tout ce qui flotte, on va dire, on emmène, on ne passera pas sur ce qui flotte. Ensuite, on va tamiser un peu plus, on enlève le sable, on enlève tout ce qui est huile, ça part aussi. L'huile peut être utilisée, pourquoi pas faire pour faire du biocarburant. Et ensuite on continue, ça fait décanter, décanter, décanter. Quand il n'y a vraiment plus rien, ça ici c'est tout ce qui est bactéries. Les bactéries vont ronger tout ce qui est organique pour créer juste des nitrates. Mais les bactéries ne savent pas faire disparaître les nitrates. À la fin, il reste toujours des nitrates, des phosphates. Ce qui crée une pollution dans les rivières si jamais on les balance directement dans la rivière. Donc on est capable de trier ça, on enlève les nitrates et les phosphates. Normalement, si tout se passe bien, la rivière est toute jolie, toute transparente, puisqu'il n'y a plus que de l'eau juste propre qui sort. Mais vous faites quoi des nitrates et des phosphates? Eh bien, il faut forcément les accumuler quelque part. Ces nitrates et ces phosphates, ça crée en fait des boues quand vous les accumulez, ces boues d'épuration. Et ces boues d'épuration, soit vous mettez sur les champs pour un peu faire de l'engrais, mais au bout d'un moment, il en reste. Ces boues d'épuration, au passage, ça sent pas très très bon. Donc ces boues d'épuration sont des déchets qui coûtent cher aux sociétés qui s'occupent de ça, aux autorités locales, pour s'en débarrasser. En gros, on fait des gros trous, on les met dedans, on rebouche, et comme d'habitude, on oublie. Sauf que, si on prend l'idée, ces boues, qu'est-ce qu'elles contiennent? Elles contiennent des nitrates et des phosphates. Si vous avez suivi, la partie droite de qu'est-ce qu'il faut pour créer des algues, il faut des nutriments. Donc l'idée, autant on peut récupérer du CO2 par ces usines qui produisent du CO2 dans l'atmosphère, autant on peut récupérer l'azote et le phosphate qu'il y a à la sortie des stations d'épuration. Donc c'est le troisième maillon de la chaîne, et c'est là où on se dit qu'il y a quelque chose à faire au niveau économique. C'est que ces gens ici qui payent actuellement pour se débarrasser de ces boues, on ne va pas leur dire qu'on va leur acheter quand même, mais au moins ils n'auraient pas besoin de payer pour s'en débarrasser. Ce sont ces revenus additionnels. Donc si on a tout compris, les algues pour produire du biocarburant qui crée une ressource économique, elles ont besoin de lumière, CO2, nutriments. Le CO2, les industries en produisent avec leur gaz d'échappement, et les nutriments, donc ça fait de l'argent. Et les nutriments, les stations d'épuration en produisent, les déchets d'épuration, évidemment les déchets d'épuration doivent être un peu triés, les gaz d'échappement doivent être assainis pour produire quelque chose qu'on met directement aux algues. Sauf que là aussi, on a quelque chose qui rapporte de l'argent. Donc c'est le trio gagnant, en fait, ici, et c'est revenus additionnels qui disent que c'est quelque chose de prometteur, sauf qu'on demande à des entreprises, encore une fois, de faire des investissements à long terme dans une phase économique qui n'est pas si florissante. Là, on arrive à la fin, ou presque. Je vais juste finir sur une dernière partie. C'est qu'à l'heure actuelle, vous utilisez déjà des choses qui sont créées à partir du biocarburant. Ces autres produits, en fait, qu'on utilise dans la vie de tous les jours, qui viennent, pardon, j'ai dit quoi? Du biocarburant, qui viennent du phytoplancton, pas du biocarburant. Par exemple, si on regarde ces bassins-là, ils sont pas, donc là-dedans on a des microalgues, c'est pas pour faire du biocarburant, on avait oublié ce mot à partir de maintenant. Ça, c'est fait pour, je ne sais pas si vous connaissez, la spiruline. La spiruline, c'est peut-être, vous voyez, des petits comprimés verts comme ça, ou de la poudre verte, ou si vous voulez, vous pouvez le mettre dans de l'eau si vous trouvez ça très ragoûtant. La spiruline ou chlorelle, ce sont des microalgues qui sont très chargées en plein de matériaux qui pourraient être des compléments alimentaires, en fait. Du fer, par exemple. Voilà. Du fer, plutôt que prendre du fer, on prend des comprimés de spiruline,
c'est intéressant. Pour nous, vous mangez bien et vous n'avez pas besoin de prendre du fer. Pour certaines populations dans le monde qui ont des manques en fer parce que ils n'ont pas une sous-nutrition mais ils ont une malnutrition, et on peut très bien leur donner ça en fait, ces algues qui pourraient les récupérer ou faire pousser directement dans leur désert pour augmenter ça. Pour vous donner une idée, les spiruline, on en crée environ 3000 tonnes sèches par an, surtout en Chine, en Inde, aux États-Unis, en Birmanie, au Japon, pas chez nous. C'est 36 € le kilo. Ça vous donne une idée en fait, c'est valorisable, pardon. C'est dans des zones où la terre ne coûte rien, vous faites ça, ça vous rapporte 36 € le kilo. Vous utilisez par contre des gélifiants toujours. Les bonbons Haribo, c'est fini l'idée que c'est de la gélatine de porc à l'intérieur, ça ne plaît pas à plein de gens cette idée-là. Donc du coup on a changé la gélatine de porc en agar-agar ou des choses comme ça, en fait des choses qui viennent des microalgues. Ces microalgues, on les utilise maintenant autant en laboratoire que pour créer les bonbons Haribo. Plein de pigments aussi, les pigments vont pouvoir être récupérés par des microalgues. C'est quoi ces pigments? Vous avez la chlorophylle, ok c'est vert, mais les phycocyanines qui vont être bleues, les phycoérythrines qui vont être rouges, les caroténoïdes qui sont oranges, tout ça ce sont des colorants qui peuvent très bien être alimentaires puisque, comme je vous l'ai dit, c'est sans danger, c'est pas toxique. Plein de colorants alimentaires que vous utilisez viennent à la base de ces molécules-là. Avec une valeur un peu plus intéressante aussi, c'est tout ce qui est engrais et base de nourriture, puisque les algues vont récupérer de l'azote, on peut leur donner directement à manger par exemple à des herbivores, aux vaches. Ça, ce sont des petits artémias. Ces artémias, ce sont du zooplancton qui mangent du phytoplancton, puis ça, on va donner ça à manger aux poissons. Au musée océanographique de Monaco, par exemple, les petits poissons clowns, on leur donne ça à manger. Et eux, ils mangent quoi? Ils mangent du phytoplancton. Donc on a besoin de phytoplancton pour avoir des poissons clowns dans les musées océanographiques. Un peu plus cher, on a par exemple tout ce qui est produit pharmaceutique. L'astaxanthine ou alors la bêta-carotène. Là, par exemple, on est sur une membrane de cellules. Pour assurer l'élasticité des membranes et assurer l'élasticité de la peau, et du coup, on peut utiliser cette astaxanthine, ce bêta-carotène et d'autres molécules. Vous connaissez peut-être la DHA, le Q10, le coenzyme Q10. Ça, ce sont des molécules que l'on sait créer maintenant, mais on le sait parce que en fait, des plantes, comme le phytoplancton, nous ont montré comment le créer. Des cosmétiques anticellulites, anti-vieillissement, anti-allergiques, qui sont créés naturellement par des algues. Je ne sais pas si c'est votre truc non plus, Man vs Wild, seul face à la nature. C'est un Anglais qui part à l'autre bout du monde, et il est lâché en hélicoptère, et il doit trouver une façon pour s'en sortir. Ils s'en est toujours sortis. À un moment, en fait, il est sur une barrière de corail, et il est tout seul. Je vous ai dit, c'est un Anglais, il est blanc, il est tout blanc. En plein soleil, il n'a pas beaucoup longtemps à tenir. Donc du coup, il nous fait croire, mais en tout cas, théoriquement, ça marche. Il prend des coraux et il s'en badigeonne partout, en fait. Dans les coraux, il y a des algues, en fait. Et ces algues, naturellement, créent en fait une couche protectrice pour résister aux UV. Il a survécu. À côté de ça, par exemple, à Bagnols-sur-Mer, c'est à côté de Perpignan, il y a un laboratoire d'océanographie qui travaille avec, allez, je le dis, c'est filmé, mais travaille avec Pierre Fabre pour créer des crèmes pour le soleil, enfin contre le soleil. Donc ça existe déjà. On sait déjà faire plein de choses. Et le biocarburant, c'est pas pour demain, mais après-demain, on va dire. Un dernier slide à partir de cette partie science, là, en fait, ici, peut-être ce que vous devez vous rappeler, ce que vous devez ramener chez vous à la maison. Takes this at home, on appelle ça en anglais. Et voilà ce qu'il faut pour créer du biodiesel. Résumé là-dessus, il faut du phytoplancton. Que ce phytoplancton, il ait de la lumière, de l'eau et puis tout ce qui est nutriments. Il faut au bout d'un moment qu'on l'extrait, qu'on enlève tout l'eau, qu'on récupère, pouf, on l'explose, on récupère toutes les molécules, mais finalement on veut que l'huile, on s'en fout du reste, donc ça il faut trouver la méthode pour récupérer que l'huile. Une fois qu'on a que l'huile, du coup il y a toute une méthode d'ingénierie pour que cette huile devienne vraiment du biocarburant qu'on peut mettre dans nos voitures. Donc toutes ces phases ont commencé, mais toutes ces phases sont en cours. Voilà. Donc ça on sait le faire, rappelez-vous de ça, pardon. Tout ça on sait le faire, mais par contre ça coûte très cher, encore une fois. Voilà, donc je vous remercie pour cette partie-là, et juste pour vous parler de ce que l'on fait aussi en général, je vous ai parlé de toute cette partie biocarburant, c'est ce que j'ai fait en thèse il y a quelques années, quelques 3-4 ans. Maintenant, en fait, je travaille à Schema, donc c'est une école pluridisciplinaire qui est à Sophia Antipolis, et on a un projet là-dessus, c'est le projet l'ERINS Biodiversité, un projet qui est étudiant et scientifique, donc qui rassemble des étudiants, des scientifiques, des associatifs de la zone. L'ERINS, ce sont les deux îles en fait, qui sont pile en face de Cannes. Vous avez Cannes, Nice et les îles de l'Érins. En gros, vous êtes en plein dans une zone la plus urbanisée de France.
2 îles qui sont totalement naturelles, 2 îles vierges, mais soumises à plus en plus de pression anthropique. L'été, par exemple, entre les 2 îles, vous pouvez quasiment marcher sur les bateaux, en fait, d'une île à l'autre. Donc du coup, ça crée des pressions qu'on appelle anthropiques, humaines. Donc on essaie de comprendre ça. Donc en gros, nos étudiants, on prend comme main-d'œuvre, disons-le, s'amusent à compter tout autour des îles tout ce qu'ils voient, en fait. Et ensuite, avec des scientifiques, on essaie de comprendre pourquoi, là, par exemple, il y a plus d'organismes que d'autres. Par exemple, cette carte ici, imaginez que Cannes est au nord, vous avez 2 îles, Sainte-Marguerite et Sainte-Honorat. Ici, vous avez des petits moines qui font du bon vin et de l'huile d'olive. Là, vous avez un fort, le fort de l'homme au masque de fer, si ça vous dit quelque chose aussi, donc c'est chargé d'histoire. Et les gros points, en fait, oubliez les couleurs, mais les gros points, en fait, ça veut dire qu'il y a plus d'espèces différentes, c'est plus riche. Là, on voit que c'est plus riche à certains endroits que d'autres. Là, par exemple, vous avez des plages, donc c'est du sable. C'est pas parce qu'il y a plein de gens qui mettent de la crème solaire, c'est juste que c'est du sable et que sur le sable, les organismes ont plus de mal à se cacher, donc il y en a moins. Là, vous avez toute la zone portuaire. Et puis là, vous avez des hauts fonds en fait, qui sont très très riches, et on essaie de comprendre pourquoi, on essaie de comprendre l'impact de la pression humaine, etc. Et puis, je suis là aussi parce que dans le cadre en fait, d'une association de Kaikai, Kaikai en fait, ça veut dire océan unique en hawaïen. Vous avez les 2 fondateurs ici, Aldine et Eric. On pourra parler de tout ce qu'on fait en général. Ça regroupe des chercheurs, des ingénieurs, mais aussi des enseignants ou juste des gens qui aiment l'océan. Des actions à peu près dans tous les océans. Et la mission, c'est en fait de sensibiliser le public, tous les types de publics, à ces thématiques d'environnement au niveau marin. On fait différentes choses, là c'est des expositions, par exemple l'exposition qui s'appelle Les Yeux de la mer. Les Yeux de la mer, c'est ce qu'on fait au Parc Phoenix à Nice. Le Parc Phoenix, c'est un grand parc animalier qui est juste à l'entrée, côté de l'aéroport. Et dans cette exposition, on s'est allié avec le Muséum d'histoire naturelle de Nice pour utiliser en fait les premières représentations que les naturalistes avaient dans les 1850-1900, qui ont permis en fait de changer la vision de l'océan qui était « j'ai peur, il y a des monstres dans l'eau ». Et en fait, on peut comprendre, on peut avoir des ressources grâce à l'océan. Kaikai, en fait, prend beaucoup de photos, des photos avec une autre vision. On ne prend pas un appareil photo et on va dans l'eau avec. On sort très temporairement un poisson, on le prend en photo, on le met en valeur, c'est comme un portrait, en fait. Donc les gens sont émerveillés par un poisson qui nous regarde, qui nous fait un clin d'œil. Donc ça, c'est la partie exposition. Il y a aussi des ateliers, des conférences, comme pour aujourd'hui, par exemple. Et puis des outils scientifiques qui s'adressent donc plus aux laboratoires de recherche, faire des banques de connaissances, en fait, grâce en fait, à des gens qui, tous les jours, vont dans le milieu marin. Les Yeux de la mer, donc du coup, c'est au Parc Phoenix. Si vous passez par Nice, c'est jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin décembre 2014, et c'est en partenariat donc, avec Schema, Business School, mais pas que business, Kaikai, l'association ici, et le Muséum d'histoire naturelle. Et puis là, nos partenariats, puisque comme d'habitude, il faut de l'argent pour faire tout ça. J'espère que vous ne vous rappellerez pas que de ça. Je vous remercie beaucoup pour votre attention en cette heure qui s'est passée entre nous, évidemment. Et il nous reste encore du temps si vous êtes motivés pour plein de questions. Voilà, je vous remercie.